Donc la dernière table ronde, pas la dernière, mais en tous les cas, la dernière table ronde thématique s'ouvre maintenant. La table ronde s'intitule Urbanisme et paysage. Voilà, après agriculture, énergie, nous traitons de l'urbanisme. Elle sera animée par donc Sébastien Georgis, membre de PAP, actif de PAP, également architecte urbaniste paysagiste et élu à la mairie d'Avignon. À la table ronde, autour de cette table ronde, nous avons Francis Ouran d'Antine, Bertrand Barrère qui représente le Fort Albergue, Monsieur Claude No du Pays de Ré, Émeric Robin, le local de l'étape, donc maire de Rem, Éric Bruat, directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux, et Marc Verdier, dans les répondants, directeur du Conseil d'architecture et d'urbanisme de Meurthe-et-Moselle. Bienvenue à tous. On sait bien qu'après un bon repas, on a envie de continuer à bavarder. Il va falloir se recentrer sur cette table ronde de la sieste un peu, mais je sais que Sébastien nous animera ça avec vigueur. Merci à toi. Merci. Je vais faire le ristretto de service. La présidente m'a demandé que les papistes de la salle se lèvent pour qu'on les repère. C'est sérieux hein, comme question. Ah non, c'était pas pour ça. Hein. Et j'ai une deuxième question de la part de la présidente. Il y a des groupes de jeunes là, qui participent à la journée. Ils sont venus. Allez-y, levez-vous. Oh, ils osent pas. Allez. Ah, voilà. Bon, on est nombreux à être jeunes depuis beaucoup plus longtemps qu'eux. Hein. Bien. Vous avez vu ce matin le rythme, la manière de procéder, le rythme. Hein, je crois que je ne vais pas vous perdre une minute supplémentaire pour vous l'expliquer. Nous allons donc commencer par les deux cas analysés, dont vous avez les fiches. C'est M. Ouran, président du conseil communal, qui va nous présenter la problématique d'Antibes en Belgique. Hein, c'est près de Liège. Juste deux points. Quelques points que je voulais souligner. D'une part, on n'est pas dans le paysage urbain au sens de la grande métropole et du paysage des grandes métropoles. On reste, je dirais, dans un bourg ancien. Donc on est dans la problématique des bourgs qu'on connaît bien en ce moment en France. Des questions de réhabilitation du patrimoine, donc l'énergie à travers la réhabilitation de l'ancien. Or, on sait que chaque année, on fait 1% de bâti neuf, 99% c'est de l'ancien. Donc s'il y a des économies d'énergie à faire, c'est plus sur l'ancien qu'on va y arriver que sur des bombes énergétiques toutes neuves, même si on sait faire aujourd'hui des bâtiments à énergie positive. Beaucoup de bâtiments classés, la problématique du site protégé, qu'on connaît bien par ailleurs. Un éco-conseiller que vous avez mis en place pour suivre tout ça et accompagner les habitants. Et je dirais que votre entrée, elle est, on l'a vu pendant cette journée, sur la co-construction avec les habitants. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, pour commencer, je voudrais remercier le collectif PAP. Pourquoi ? Parce qu'après la visite qui a eu lieu à Antibes, où j'ai reçu les différentes personnes avec le maire, on s'est rendu compte, en lisant ce que vous écriviez sur nous, que ce que nous avions fait pendant 20 ans de manière empirique était peut-être plus structuré qu'on ne le pensait. Donc au moins, c'est une bonne chose. On a aujourd'hui, j'étais échevin jusque lundi dernier, la personne qui va me succéder à l'urbanisme va avoir une base pour la réflexion, mais on a d'autres outils, on va y revenir. Premièrement, situer la commune, c'est une population d'un peu plus de 4200 habitants. Pour les Français, il faut comprendre que 4200 habitants, en Belgique, c'est dans les 9% des plus petites communes du pays. Donc on est dans un paysage très très différent. Une superficie de 3700 hectares, un paysage très caractéristique qui est celui du Condro liégeois. La Wallonie est composée de 7 paysages types
très différents, avec des architectures différentes. Donc c'est assez riche, mais en même temps parfois contraignant. 61% de terres agricoles, des forêts, etc. Vous avez les éléments. 21 villages et hameaux. C'est en fait 4 anciennes communes qui ont été fusionnées, je vais le dire comme on le dit en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, en 1976. Alors, premier outil important, puisqu'on a parlé de la citoyenneté, nous avons lancé, il va falloir vous y faire, en 1995, le programme communal de développement rural. C'est une disposition qui existe au niveau de la Wallonie et qui a tout un processus de participation citoyenne avec la participation des élus, mais largement, majoritairement, la population. Et nous avons défini, en termes de projet général, de travailler sur notre cadre de vie dans le cadre du développement durable, avec un premier challenge qui était d'accueillir de nouveaux habitants. Nous sommes à la campagne, mais nous sommes à 20 minutes du centre de Liège, à un quart d'heure de l'université et de l'hôpital universitaire qui emploie 5000 personnes. Donc nous avons une population aussi avec un niveau socio-économique relativement élevé. Il y avait un gros besoin en commerce et en services. Je pourrais y revenir. Le respect du bâti existant, on y tenait, et des paysages, c'était vraiment dans le processus. On a établi un cadre de référence, et je peux vous dire qu'on en a discuté pendant des heures. Comment faire pour renforcer la centralité, qui est une notion très importante maintenant en Wallonie, et c'est le village le plus important, qui est le village titre d'Antibes, avec 30% de la population, tout en conservant le lien social, c'est-à-dire des actions dans tous les villages, des actions publiques, que ce soit des écoles, que ce soit une crèche, que ce soit la maison de l'enfance, la bibliothèque, avec le maintien de l'habitat condrusien, mais aussi la production du patrimoine de demain. Je ne vous parle pas des maisons qui mériteraient une grenade, mais je vous parle d'une vraie belle architecture contemporaine. Donc ça a pris du temps pour mettre tout le monde. Il y a 6 axes de réflexion et d'action. Je ne vais pas les détailler, c'est pour ça qu'ils sont sur le slide. Mais donc là, vous aviez toute une manière de réfléchir l'action qui a amené à la création d'un des outils aussi autorisés par le Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, qui a été remplacé entre-temps par le Code de développement territorial, qui est la Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. Les deux notions sont très très importantes. Et là, avec donc c'est un quart d'élus maximum, il y a 6 critères d'analyse qui ont été définis. L'utilisation parcimonieuse du sol, ce qui a par exemple permis que dans la commune, nous avons choisi d'avoir de l'habitat très concentré et d'éviter au maximum les 4 façades. On a accepté en plein centre du village, sur un terrain de 300 mètres carrés, la construction d'une maison. C'est une maison, mais c'est 2 appartements, sur 300 mètres carrés avec 4 places de parking. Donc là, on a vraiment tout un choix. La localisation, le principe de centralité, si vous êtes loin des bus, si vous êtes loin des services, comment ça fonctionne, par exemple pour notamment le logement social. Les aspects de mobilité, je l'ai dit, le bâti environnant, parce qu'une maison, bien souvent en tant qu'échevin, j'ai dû expliquer, elle est très belle votre maison, mais pas là. Quand quelqu'un veut venir nous faire un mât provençal, c'est très très bien en Provence, en plus il aura le soleil, mais chez nous il y a un bâti condrusien, donc il faut le respecter, autant que faire se peut, puisqu'alors le code arrive. La prise en compte de l'espace public, et le nouveau code prévoit notamment qu'une maison doit être analysée au départ du regard de l'espace public. Et enfin, l'impact paysager. Nos enjeux, c'était sauver le patrimoine, mais il y avait aussi toute une série d'autres besoins. Et ça, c'était vraiment important pour nous, notamment au niveau scolaire, où l'école devenait trop petite, et la relance du commerce local. Pour l'anecdote, en 2006, il n'y avait pratiquement plus aucun commerce. Et l'opposition a eu beau jeu au moment des élections de nous dire la commune devient un mouroir, il n'y a plus de commerce, mais il y a 2 funérariums qui viennent d'ouvrir. Vous allez voir que ça va mieux. Alors, quelles sont les contraintes ? Première contrainte, c'est que le temps réel n'est pas le temps politique. Le projet d'Omalius dont je vais vous parler, pour lequel j'ai déposé à l'entrée un flyer d'explication, entre le moment où j'en ai parlé avec le maire et l'inauguration cette année, c'est 20 ans de travail. Ça veut dire 3 législatures et demie. Ça donne un peu la proportion. Le problème des financements, donc là nous avons énormément de parties prenantes avec des contraintes administratives. Quand vous êtes dans du patrimoine bâti,
avec une administration des pouvoirs locaux, leurs procédures ne sont pas les mêmes. Donc il faut parvenir à mettre tout ça de manière harmonieuse pour arriver au bout. Un partenariat public-privé, et puis nous avons un plan de secteur qui est très contraignant, et contraignant dans les deux sens du terme, c'est que parfois il ferait beaucoup mieux de ne pas être là. Le centre historique d'Antibes, qui est la base de la réflexion, est basé autour de quelques bâtiments. Vous avez à votre gauche le château de la Vourie, terre ecclésiastique moins prestigieuse, nous n'avions que des abbés, pas les papes, pour M. Georgis. Néanmoins, l'abbé, c'était comme le pape, il souhaitait avoir un bel appartement quand il venait, d'où vous avez cette ferme abbatiale avec ce porche monumental, c'était ses appartements. Ça a été transformé au début des années 2000 en 19 logements sociaux. Et quand vous venez dans la cour, je fais toujours le même petit jeu. Quelle est la seule ouverture qui a été faite pour faire 19 logements sociaux? Une seule ouverture pour transformer le bâti en logement. Vous avez à côté l'ancienne église Saint-Maximin avec des peintures qui datent du début du XVIe siècle. Là, c'est sur le dernier projet. Vous avez la ferme du Pouhon qui a été également réhabilitée en 8 logements sociaux et qui a été prise au niveau des prix de l'urbanisme. Et puis, vous avez la ferme de Malius à votre droite dans l'état initial avant travaux. La situation, nous avons fait... donc, vous avez le centre du village. Vous voyez où se situe le centre ancien avec les différents bâtis et où se trouvent notamment les 2 écoles. Et nous avons fait... Alors ça, c'est le côté amusant. Nous sommes à la campagne. Nous avons fait une opération de revitalisation urbaine. Et au niveau de l'administration, ils me disaient, c'est pas possible, vous êtes à la campagne. Donc j'ai répondu, mais puisque nous ne pouvons pas l'avoir en développement rural, c'est bien que c'est de l'urbain. Donc il a fallu convaincre, on a pu avancer. Et vous avez sur le plan à votre droite le découpage du projet en différents espaces. La cour étant le lot 3. Il y a la partie aménagement, parc, etc. et parking. Il y a toute la rue principale avec le château de la Vourie, et puis vous avez derrière la plaine des sports et l'espace avec Saint-Laurent et Saint-Maximin. La réflexion, en fait, on l'a pensée comme ça, de manière très très schématique. Les 3 dimensions, la mixité sociale, la côté sociale, nous avons sur un espace réduit de 2 anciennes fermes typiques du Condro, nous avons de la mixité sociale avec la ferme Saint-Laurent, où il y a 19 logements sociaux. La ferme du Pouhon, il y a 8 logements sociaux. Et au niveau de Malius, il y a la nouvelle maison communale, mais aussi 9 logements de standing. Et derrière, il y aura 21 logements moyens qui vont être construits par bloc pour justement aussi des questions d'énergie, etc. Et ne pas faire du 4 façades, et qui est en harmonie avec l'espace qui est déterminé là-bas. Et derrière, vous avez une carrière. L'aspect économique au niveau du tourisme et le développement, puisque les gens vont pouvoir venir voir un patrimoine dans un contexte intéressant. Je vais revenir au SPAR, au commerce, l'administration communale, le CPS, et puis la dimension culturelle, d'abord la protection du patrimoine de notre histoire, la maison des associations et le projet pour Saint-Maximin, qui est d'en faire une salle culturelle, mais aussi, parce qu'il y a un appel à projet en Wallonie, une salle pour les funérailles laïques, puisqu'il y a des églises, mais il n'y a pas d'espace pour les laïcs qui cherchent un endroit. Je reviens juste au SPA, c'est que le village était en train de se déliter et devenir une commune dortoir, puisqu'on n'avait que 25% de taux d'occupation au niveau emploi. Il fallait absolument qu'on puisse retrouver du commerce, pas pour avoir du commerce, et c'est amusant parce que tout à l'heure j'entendais parler des grandes surfaces, des moyennes surfaces, est-ce qu'on doit, etc. Nous avons travaillé pour qu'il y ait un investissement privé du groupe Colruyt, et c'est nous qui avons travaillé sur le lieu où vous allez le faire. Et le fait que nous allions faire au Malus, que nous redéveloppons du logement en centre de village, ça les a attirés parce que leur zone de chalandise était suffisante. Quand le SPAR s'est installé, 800 mètres carrés, ça veut dire que la pharmacie a été protégée, la banque a été protégée, une boulangerie qui s'est ouverte, une pizzeria qui s'est ouverte, une trattoria qui s'est ouverte. Il y a un magasin un peu spécial, il est indescriptible, vous y trouvez absolument tout, sauf de l'alimentaire, qui a pu redémarrer. Il y a aussi du développement d'un commerce qui est plus lié, je vais dire, de nouveau au développement durable. C'est soit des fermes avec de l'agriculture raisonnée qui vendent sur place, soit du bio. Donc nous avons vraiment, à partir de là, pu relancer le commerce
et développer ce concept de centralité, avec un élément extrêmement intéressant, c'est que le commerce, c'est un lieu puissant de lien social. Je dis toujours, quand je dois aller faire mes courses là, ça me prend le double du temps que si je vais dans la commune à côté. Voilà le principe. Alors maintenant, juste en termes urbanistiques, vous avez les photos du haut, c'est ce qui était la ferme il n'y a pas encore si longtemps, et encore par moments l'image de gauche et de droite sont un peu optimistes. Et vous avez la photo centrale, c'est la photo de ce qui est devenu la maison communale. Donc sur la partie gauche et la partie droite étaient classées. On a fait une anastylose sur la partie droite. Et vous avez le résultat final qui est à gauche, avec une maison communale qui est également avec une intervention contemporaine. Et on a pu rehausser, donc on a tous les besoins pour la commune. Et vous avez l'ensemble vu du haut et vu de la partie où on va construire les 21 logements. Juste encore pour dire, par rapport à ce qui s'est dit ce matin, que nous travaillons beaucoup aussi en supracommunalité, sur toute une série d'éléments. À côté de ça, je pourrais vous greffer des projets autour, dont on parlait de l'agriculture, de système point ferme. Donc on travaille beaucoup avec un GAL. Et la participation citoyenne, elle va continuer son prolongement, puisque le développement du RAL, l'opération est terminée, à travers notamment des budgets participatifs à partir de cette législature qui commence. Au niveau de la mobilité, c'est avec le GAL qu'on réfléchit parce que c'est très très compliqué. On a peu de bus. Ils sont surtout centrés maintenant sur les déplacements scolaires. Voilà en gros. Et juste alors pour terminer, quand on voit ce projet, vous ne le voyez pas sur les photos, mais maintenant nous avons dans chaque maison 3 à 4 containers. Un pour l'organique, un pour le tout venant, un pour les papiers, les PMC, etc. Vous imaginez dans une cour comme celle-là, avoir devant chacun des logements 4 grandes poubelles de couleur. C'est une horreur totale. Et tout le projet esthétique, qu'on peut dire paysager aussi, c'était vraiment un grave problème. Donc, vous voyez la photo du bas au milieu, vous voyez les escaliers qui viennent du nouveau quartier qui va être construit vers les 2 fermes. Sur la droite, avec l'intercommunal de traitement des déchets, on a un projet pilote où on va installer des containers collectifs pour 50 logements, mais en gardant le système de vérification de la consommation par ménage, puisque pour ouvrir le conteneur, vous aurez une carte, on pesera ce que vous consommez, ou plutôt ce que vous déjetez, et vous êtes taxé en fonction de ça. Voilà en 20 ans de travail. Merci beaucoup, et pile, même avec 1 minute d'avance. Le Vorarlberg, c'est un peu le Saint-Jacques de Compostelle de beaucoup d'entre nous, depuis les années 90. Bertrand Barrère, vous êtes urbaniste et vous avez une connaissance particulièrement développée de cette région d'Autriche. Vous avez été très précieux pour la mission Le paysage après pétrole dans cette région, par les connaissances que vous en aviez. Moi, j'ai remarqué dans le rapport qui en a été fait un processus très très transversal qui associe tout le monde, les artisans, voilà, vraiment hyper transversal, c'est assez remarquable. C'est un projet culturellement partagé par tous. Vous êtes plutôt, et ce sera un débat ici en France, sur la négociation plutôt que la règle. Et on parlera peut-être d'autres dimensions qui ont été débattues ce matin. L'architecture y est extraordinairement présente au sens d'une attention permanente qui rejoint la question d'énergie forcément. Et c'est une population qui tient beaucoup à son échelle communale. Et c'est son niveau de citoyenneté est lié à l'échelle communale. Je vous en prie. Oui, absolument. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardonnez-moi parce que j'ai un problème de voix depuis. J'ai laissé ma voix sur le terri hier après-midi. Donc, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout de la présentation. Et comme vous pouvez le remarquer, donc je ne suis pas autrichien. Je suis français. J'habite Paris, mais je suis allé de nombreuses fois dans le Vorarlberg, notamment pour y organiser des voyages d'études pour des parcs naturels régionaux. Donc j'ai une certaine connaissance du territoire. Parce que, malheureusement, il n'y avait pas d'intervenant du territoire francophone disponible pour participer à cette journée. Voilà, donc je vais
Je vous invite évidemment à relire attentivement la monographie qui est très complète, très riche, très détaillée. Moi, je vais prendre un autre point de vue sur le territoire, parce que bon, mon point de vue privilégié n'est pas forcément celui du paysage, mais je vais tenter de résumer ce qui me paraît vraiment le plus important à retenir de cette expérience. Voilà. Donc là, une vision un petit peu des paysages de moyenne montagne qui sont assez typiques de ce territoire. Donc le Vorarlberg, pour fixer un peu les idées, c'est un Land, donc c'est une région avec une très large autonomie dans le cadre d'un État fédéral qui est l'Autriche, mais c'est tout petit, hein, c'est à la taille d'un département français moyen. Voilà, donc c'est 2600 km, 370 000 habitants, une centaine de communes et en fait une plaine centrale assez densément urbanisée, puis des territoires de moyenne montagne et de haute montagne tout autour, avec une très forte identité paysagère. Alors il y a deux choses vraiment exceptionnelles dans ce territoire et qui font déplacer beaucoup de visiteurs. D'abord, c'est l'architecture. Je n'ai pas le temps de vous en faire un descriptif, un exposé complet. Sachez qu'il y a énormément de littérature sur le sujet. Il y a d'excellents bouquins qui ont été faits, dont celui qui est présenté ici. Il faut savoir on vient du monde entier pour visiter ce territoire parce que l'architecture contemporaine, l'architecture du quotidien, est absolument exceptionnelle par sa qualité. C'est devenu littéralement un produit touristique qui attire des dizaines de milliers de personnes par an dans ce territoire, parce que c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Alors c'est inhabituel pour différentes raisons que je vous présente rapidement. C'est que une architecture de qualité, contemporaine de qualité, elle est présente en fait dans tous les types de programmes et sur tout le territoire. Donc de la maison individuelle aux bâtiments d'activité, aux bâtiments agricoles, aux bâtiments publics naturellement, que ce soit des tout petits programmes ou des choses beaucoup plus importantes, il y a partout un travail d'architecture extrêmement de très très haute qualité. Et donc ça se prolonge également par toute une culture du design contemporain, la production d'ameublement, la décoration intérieure, etc. C'est des choses qui sont rentrées dans la culture populaire du lieu. C'est très très exceptionnel. Il y a dans toutes ces réalisations une très haute qualité d'exécution. Tout est très très bien fait. Et voilà, les architectes qui ont l'occasion de visiter ce territoire vous le confirmeront. Généralement ils sont assez scotchés. Il y a également une banalisation de l'éco-construction. Pratiquement tout ce qui se construit peut être qualifié d'écologique à un niveau très 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 poussé. Il y a également quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment lié au développement de l'architecture, c'est que en fait tout est fait sur le territoire. Donc il y a à la fois des concepteurs de très haut niveau, mais qui travaillent juste sur un tout petit territoire. Et puis il y a toute la filière de construction, depuis la production de matières premières. Donc on construit énormément en bois, pas uniquement, mais quand même beaucoup en bois. Il y a une filière bois exceptionnelle, c'est-à-dire que tout est fait sur le territoire. La production du bois, la transformation, les produits, les matériaux de construction semi-finis jusqu'à la réalisation, tout est fait généralement dans un rayon de 10-20 km. Et il y a également en fait, c'est aussi une architecture qui a une très forte identité régionale, parce que c'est ce que j'ai voulu résumer dans la formule zéro kitsch, zéro égo. C'est-à-dire qu'ils ont complètement éradiqué le kitsch, qui était extrêmement présent sur le territoire il y a une trentaine d'années. On faisait beaucoup de maisons pseudo-tyroliennes. Tout ça, c'est complètement terminé. Et il y a en fait une expression architecturale qui est très basée sur le rapport au lieu, sur un rapport sensible, notamment aux volumétries des bâtiments dans les différents villages dans lesquels on construit, et puis aussi un rapport au paysage, notamment par les ouvertures, les vues sur l'extérieur. Enfin, il y a toujours un travail très sensible sur l'environnement et le rapport au lieu. Et du coup, c'est servi également par une pratique architecturale très modeste, très humble. Pour ça, ce que je voulais dire dans zéro égo. Les architectes ont très peu d'égo là-bas, et ça fait du bien, ça fait vraiment bien. Voilà. J'ai malheureusement pas le temps de développer certaines choses, on y reviendra peut-être. Après, le deuxième aspect tout à fait exceptionnel, c'est effectivement, ils sont très très avancés dans le domaine de la transition énergétique, donc à l'échelle du territoire entier.
Alors, quand on parle de transition énergétique, c'est bien entendu là où on peut réellement faire ce travail à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. Donc, concrètement, il y a maintenant quasi une généralisation de l'habitat passif. Quasiment tout ce qui se construit ou qui se rénove, on est dans du passif, dans des constructions extrêmement performantes énergétiquement. Il y a également le sujet de la production de chaleur pour les bâtiments, avec, c'est pour ça qu'il y a une centrale thermique. La plupart des villages ont un réseau de chaleur alimenté au bois, avec cogénération, donc production d'électricité. C'est très très développé, quasiment généralisé. Et également l'électricité, avec, il y a évidemment de l'hydroélectricité traditionnellement, mais il y a énormément, un très grand développement du photovoltaïque et également de la cogénération avec les centrales à biomasse. L'objectif qui a été annoncé déjà depuis très longtemps est le 100% renouvelable et local. Et il est très largement atteint, en tout cas au moins dans les parties rurales du territoire, voilà, sur ces domaines de l'énergie dans l'habitat et de l'électricité. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui explique effectivement le succès de cette transition énergétique? D'abord, il y a une vision politique de long terme au niveau de la région, au niveau du Land, qui s'est mise en place à partir des années 80, notamment en 85. Ils ont créé une sorte d'agence régionale de l'énergie qui s'appelle l'Energieinstitut, qui fait un boulot extraordinaire depuis maintenant donc, plus de 30 ans. Voilà, un travail à la fois avec tout un travail de subventionnement, de l'éco-construction, et puis des politiques régionales de maîtrise de l'énergie et de développement du renouvelable qui ont été menées avec beaucoup de continuité sur toutes ces années-là. Donc tout ça, c'est totalement, c'est totalement consensuel au niveau de la politique locale. Personne ne remet ça en cause, bien sûr. Il y a une société civile également très active au niveau des communes. Donc il y a à la fois le niveau régional qui donne la direction, qui met en place des outils qui sont très importants, mais il y a du répondant au niveau local, et ça fonctionne bien parce qu'il y a ces deux niveaux qui fonctionnent bien ensemble. Donc il y a un emboîtement d'échelle avec une très bonne coordination entre l'État fédéral, bien sûr, mais aussi surtout le Land et les communes. Et entre les deux, il y a une échelle intermédiaire qui est apparue très récemment, qui est l'Energieregion, et ça on en parle très bien dans la monographie. Il y a aussi, par rapport à ces politiques publiques, une rigueur qui est très intéressante, qui est un peu inspirée de ce qu'on voit dans l'industrie, d'amélioration, une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire que régulièrement, on fait le point, on regarde si on a atteint les objectifs, on regarde ce qui marche, on laisse tomber ce qui ne marche pas, on améliore sans cesse. Et ça fonctionne très très bien, il y a une vraie capitalisation. Et puis, il y a un truc absolument génial qui s'appelle le programme 5, que je n'aurai pas le temps de développer malheureusement, mais qui est basé sur le principe de créer une acculturation sur les problèmes d'énergie au niveau des communes. Donc concrètement, en fait, chaque commune est invitée enfin celles qui le souhaitent, mais ça concerne la moitié des communes de la région, elles sont invitées à se donner des objectifs à 3 ans dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, du développement durable, etc. Et ceux qui portent cette politique, ce n'est pas les élus en fait, c'est un groupe de citoyens qui est formé dans la commune et qui bénéficie de formation, de conseils, de tout un appui technique, organisationnel, etc. Et la commune doit venir en point d'appui. Mais c'est des citoyens qui sont responsables de l'avancement des actions de développement durable dans leur commune. Donc là aussi, ça casse les clivages qu'il peut y avoir au niveau politique et ça en fait un sujet très, très consensuel. Ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, alors comment ils y sont arrivés? Parce qu'évidemment, c'est toujours la question qu'on se pose. Alors, il y a on raconte plein d'histoires. Une histoire est racontée notamment dans la monographie qui donne beaucoup d'importance à toute une jeune génération d'architectes qui est apparue dans le territoire aux années 70. Bon, je ne sais pas si c'est... Voilà, il y a plusieurs versions possibles, mais ça ne me paraît pas vraiment important parce que de toute manière, on ne reproduira jamais 2 fois la même histoire. Moi, ce que je vous propose en guise de conclusion, et c'est un point de vue très personnel, bien sûr, c'est de vous donner plutôt des facteurs que je mets en rapport avec le succès qu'ils ont eu sur ces sujets de développement durable dans le Vorarlberg. Et moi, j'en identifie 4 qui me paraissent extrêmement significatifs. Ça ne signifie pas qu'il faut les avoir tous pour faire quelque chose d'intéressant, mais ça aide quand même bien. Alors, le premier point d'appui que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'il y a des échelons de gouvernance qui sont extrêmement simples et extrêmement forts parce qu'ils sont très proches de
c'est les échelons de gouvernance les plus naturels et les plus spontanés pour les gens, ceux qui créent vraiment la proximité entre le citoyen et l'élu. Donc il y a le Land, donc, qui a une tradition historique très longue. C'est un territoire assez petit quand même, on est quand même très proche du pouvoir, qui a aussi donc des attributions très très larges, une très grande décentralisation, et puis en même temps qui a une épaisseur historique et une valeur d'identification. Et puis il y a aussi la commune. Et alors ça, c'est tout à fait remarquable, et on a eu la confirmation quand on y est retourné la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas parler, faut pas parler aux élus du Vorarlberg de fusion communale. Pour eux, c'est inenvisageable. Le bon échelon, c'est la commune. Ils y sont très, 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 très attachés. Voilà, et ça a l'air de marcher très bien. Il y a également, très important aussi, il y a beaucoup de décideurs économiques dans le territoire. Et ça, c'est très, très important, à mon avis. Il y a encore des banques locales, il y a encore des compagnies d'électricité locales. Il y a des médias, il y a un quotidien local du Vorarlberg. Il y a des supermarchés locaux qui vendent énormément de produits de la région. Il y a tout un tissu de PME locales qui sont attachés à leur territoire. Et il y a une très très forte sensibilité, on parle énormément de circuits courts, ça fait vraiment partie aussi de l'ère de la culture locale. Et il y a des monnaies locales qui sont utilisées de manière très, très forte. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'ADN du territoire. Après, il y a des attitudes culturelles, là, on peut en discuter longtemps, qui, selon moi, échappent à la modernité, pas dans le sens où elles sont archaïques, mais dans le sens où elles sont intemporelles, et à mon avis, sont des valeurs positives. Il y a l'amour du travail bien fait, c'est très très fort, ça, et c'est relié à un très haut statut dont bénéficient encore les artisans. Le métier d'artisan, c'est noble là-bas. Dans les écoles communales, dans les petites écoles de village, on apprend aux gamins à faire des trous dans le bois, à scier, etc. C'est partie des choses qu'on enseigne aux enfants. Il y a ensuite un sentiment, évidemment, un sentiment identitaire local très fort. Il y a un dialecte du Vorarlberg, il y a un attachement quand même, il y a vraiment le sentiment d'appartenance à cette communauté. Il y a également une très forte volonté de conserver une économie à visage humain, où les gens se connaissent, où on travaille dans des petites structures, avec des liens interpersonnels qui sont très importants. Voilà, bon, là aussi, je n'ai pas le temps malheureusement de développer. Et puis, il y a une certaine forme d'horizontalité des relations sociales. Alors évidemment, ça, moi, je l'ai observé notamment dans la relation entre les architectes et le monde du bâtiment. Il n'y a pas ce clivage entre celui qui sait et celui qui exécute. Ça ne passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas non plus ce clivage entre l'élu et l'architecte. C'est pas non plus du tout les relations qu'on connaît chez nous. C'est quelque chose de beaucoup plus horizontal et consensuel et constructif, selon moi. Et puis évidemment, il y a un autre facteur qui est important, c'est que c'est un territoire prospère. Voilà, il y a très peu de chômage dans les pays suisses. Et puis c'est une économie en bonne santé, effectivement, et ça c'est un paradoxe qui est très bien intégré dans la mondialisation. Ils exportent beaucoup, ils ont des PMU très, 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 très performantes, donc c'est sûr que c'est un territoire riche. Donc tant mieux, ça leur permet de faire plein de choses intéressantes, mais ça n'est pas du tout, évidemment, il y a plein de territoires riches qui utilisent très mal leur prospérité, donc ça n'est pas en soi une condition suffisante. Et je terminerai là-dessus. C'est aussi un des paradoxes de notre époque. Moi, je pense qu'on est dans un système économique global qui est totalement anti-transition. Il faut bien aller vers la transition, c'est faire acte de résistance. Il faut vraiment résister pour essayer d'aller un petit peu dans un sens divergent. Donc, quelque part, c'est vrai que le secret, le défi, c'est d'avoir quand même un pied dans le monde tel qu'il est aujourd'hui pour quand même faire fonctionner la machine et assurer la fin de mois. Et puis en même temps, essayer quand même de travailler à une résilience plus forte du territoire. Donc investir dans des choses qui rendent le territoire plus riche et plus résilient aussi par rapport à ce qui pourrait nous arriver par la suite. Voilà, excusez-moi, j'ai été trop long évidemment. Mais, merci beaucoup. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer au territoire répondant. Monsieur No, vous êtes maire, vous êtes président de communauté de communes, mais là vous allez intervenir aujourd'hui en tant que président de la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique par rapport aux actions que vous menez à cette échelle-là, et notamment le travail sur le pôle d'équilibre territorial et rural dont vous nous avez parlé.
le PETR porte un plan climat-énergie sur lequel vous avez organisé un programme d'action assez concret que vous allez nous présenter, qui vient s'infiltrer dans le SCOT, dans le PLU des communes. Enfin, voilà, le passage à l'acte se fait pratiquement en temps réel. Vous êtes également territoire en transition énergétique, le TEPCV. Et vous avez un plan d'action dans lequel vous abordez votre plan climat par le paysage. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Non, voilà, ça va s'arrêter là peut-être. Oui. Bonjour. Donc effectivement, je suis maire d'une commune rurale de 3000 habitants, située au sud-est du Pays de Ré. Le Pays de Ré, c'est ce pays qui est longé tout au nord par l'estuaire de la Loire, qui, sur sa partie ouest, est baigné par l'océan Atlantique, et sur sa partie sud, plonge vers le marais breton-vendéen, c'est ainsi qu'on l'appelle géographiquement. Donc c'est un pays d'eau, la Loire-Atlantique est d'ailleurs un pays d'eau, c'est le 2e département de France pour son réseau hydrographique. Et le Pays de Ré, notamment dans cette partie sud de la Loire-Atlantique, avec ses 150 000 habitants, ses 138 500 hectares, est un pays qui longtemps a été décrit par les observateurs comme un pays enclavé, parce que justement coincé entre l'océan et la Loire et empêché d'aller vers l'industrie nazérienne, les grands chantiers de Saint-Nazaire ou les chantiers nantais qui sont au nord. En fait, on s'aperçoit, et j'ai eu l'occasion en d'autres temps, il y a quelques années déjà, de siéger au sein du Conseil général de Loire-Atlantique et de défendre l'idée que ce pays n'était pas enclavé et que la vision de l'enclavement est une vision héritée d'une culture récente qui ne mise plus sur la capacité des forces endogènes, mais pense toujours que le développement viendra nécessairement d'ailleurs. C'est une vision récemment héritée, mais dont vous venez à l'instant même de nous rappeler son impertinence. Avant d'exposer ce que nous avons fait pour ce Pays de Ré, le nous n'est pas un nous protocolaire, c'est un nous obligatoire. Je ne fais ici que témoigner pour d'autres. Avant de dire cela, je voudrais rebondir sur vos propos à l'un et à l'autre parce que je me les approprie complètement dans mon exposé. On est confronté de plus en plus à des comportements de zapping dans tous les domaines, y compris nous qui les entretenons souvent. Et ces comportements nous empêchent de nous inscrire dans la durée et donc de convaincre, d'engager après le concept la conviction, c'est-à-dire ce temps nécessaire de relation avec l'autre pour à la fois tenter de lui montrer que ce concept sur lequel nous appuyons notre discours et nos projets est un concept qui peut s'enrichir du sien, du leur. Donc ce temps est nécessaire pour la conviction, mais pour que le concept ait lieu, il faut qu'il soit lui-même départi du temps. Un peu comme disait Mark Twain, au XIXe siècle, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc il faut que nous soyons en même temps capables de ne pas nous emprisonner dans le temps du présent. Donc être présent au temps, mais pas prisonnier du temps présent. Et ensuite, engager sur cette base du temps et de la conviction des méthodes de conduite de projet qui soient, vous l'avez l'un et l'autre rappelé, des méthodes participatives. Alors à l'échelle d'un territoire de 38 communes, la notion de participation en prend un coup quand même, parce qu'elle suppose une grande disponibilité de la part des élus, de la part des citoyens, qui sont souvent d'ailleurs plus des contributeurs que des citoyens. On l'évoquait hier, lorsque l'un de nos concitoyens se référant nous dit « Moi, je paye des impôts, donc j'ai le droit. » Non, tu payes des impôts, donc tu es contributeur. Ça ne veut pas dire que tu sois citoyen. Si tu t'engages comme contributeur, là, tu es citoyen. Et en tant qu'élu, c'est ce que je revendique. Élu engagé, donc élu citoyen.
Et de ce fait, nous en arrivons à une sorte d'autocontrôle permanent de ceux qui s'engagent. Et on est là peut-être avec la réaffirmation d'un principe essentiel pour cette transition écologique ou énergétique qui n'est pas autre chose qu'une transition anthropologique. C'est reconsidérer l'homme, le reconsidérer au centre de l'ensemble de notre système de pensée. Donc c'est un projet fondamentalement humaniste et c'est, je pense, ce que vous avez dit et c'est ce qu'il me semble important de rappeler. Je ne vais pas rentrer dans la programmation parce que ça ne me semble pas important et j'ai déjà usé une partie de mon temps. Nous sommes partis du principe que le Pays de Ré n'est pas un pays au sens uniformisant du terme, mais qu'il est le résultat d'une histoire longuement construite au cours des siècles par des populations non pas uniques, mais des populations mélangées, donc des cultures bretonnes, fortement celtiques, des cultures venues de la mer, des cultures venues du sud méditerranéen, qui ici ont trouvé un espace possible d'expression de leurs envies de faire ensemble. L'architecture en est une forme, mais on devrait parler des architectures comme des paysages. Et nous avons choisi, dans le cadre du territoire à énergie positive et d'actions que nous conduisons avec l'ADEME au titre d'un contrat d'objectifs, mais aussi en relation avec Natura 2000, puisque le lac de Grandlieu, le plus grand lac d'eau douce de plaine de France en hiver, est sur notre territoire, mais aussi en relation avec l'ensemble des programmes qui sont pour nous des cadres de référence pour construire un projet partagé. Eh bien, nous avons identifié 4 territoires sur lesquels des étudiants, dont j'ai reconnu d'ailleurs certains ou certaines ici, sont venus se pencher à partir de l'École nationale du paysage sur ce ou ces territoires pour mettre en évidence cette mosaïque qui nous semble aussi importante. Paysage littoral, paysage ligérien ou proche de la Loire et de ses marais, paysage de bocage, paysage de maraîchage et paysage hospitalier. Dans ma commune, et j'en arrive à quelque chose de très local, dans ma commune, nous avons un hôpital depuis le 19e siècle, qui était au début un hospice, qui est devenu un hôpital local, qui a failli disparaître dans les grandes mesures de résorption des hôpitaux publics. Je pèse mes mots, j'essaie de pratiquer l'euphémisme. Eh bien, nous observons aujourd'hui qu'autour de cet hôpital, dans ma commune, puisque depuis 25 ans, nous travaillons sur des projets de développement durable, eh bien, nous sommes en train de travailler sur un projet qui s'appelle Santé et Environnement, et de faire qu'autour de l'hôpital, autour d'un établissement public d'accueil pour les handicapés, nous développions maintenant un projet avec nos concitoyens, avec les collègues élus, avec les responsables de ces établissements autour du care, du soin à prendre pour les gens, c'est-à-dire ceux qui fragiles sont accueillis ici et qui nous interrogent sur la fragilité de l'environnement qui est le leur. Et c'est justement en nous appuyant sur des personnes fragiles que nous avons construit notre concept de développement durable fragile. Le développement durable n'est pas quelque chose de facilement acceptable, et il devient acceptable parce qu'il part de nos fragilités. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Je pourrais le développer sur chacun de ces paysages, mais je suis revenu chez moi. J'ai réincorporé mon territoire parce que je crois que c'est là où les choses se passent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, le même exercice, Monsieur le maire. Monsieur Robin, vous êtes le maire de Rheims. Votre territoire, nous avons pu le découvrir en partie hier et puis hier soir lors du débat, donc nous n'y reviendrons pas, sauf si vous avez des points à souligner. Par rapport à ce que vous avez entendu dans les interventions précédentes, ce serait intéressant que vous compariez ce qu'on a pu entendre sur les 2 cas notamment qui viennent d'Hors-de-France, sur la façon dont vous les avez entendus par rapport à ce que l'on vit ici et la façon dont on rencontre et on essaie de régler les problèmes ici avec l'arsenal réglementaire, législatif, social, culturel d'ici. Est-ce que ça met des limites à certains des projets? Qu'est-ce qui serait plus compliqué ici ou peut-être plus facile ici? Comment on entend ces exemples qui ne sont pas transférables, bien évidemment. Et puis comment la question du paysage, chez vous aussi, fait projet et s'inscrit dans votre politique. 7 minutes. Bien. Je pensais que j'avais 2 heures, mais bon, ok.
en 7 minutes. Ce ne seront pas des points de comparaison, mais au contraire des points qui vont conforter, je pense, un certain nombre d'élus locaux dont je fais partie, qui restent convaincus ou qui sont convaincus qu'il faut réhabiliter le costume de développeur local. Et pour cela, il faut dépasser sa simple perspective du mandat pour la durée de laquelle on est investi, et pour pouvoir, comme le dit notre baseline, faire de nos villes des cités de tous les possibles. Et pour cela, moi, je vous rejoins complètement dans cette nécessité de mettre de côté nos petits intérêts particuliers liés à 6 ans de mandat, 7 ans de mandat, 8 ans de mandat, sur des perspectives beaucoup plus longues, parce que le contexte fait que c'est à cette échelle de 10, 15, 20 ans qu'il faut maintenant réfléchir le développement du territoire. Le contexte, il est le suivant. D'abord, un contexte financier contraint, quel que soit l'endroit où nous habitons. L'argent est rare, l'argent est difficile à obtenir. Et donc, il faut réussir à aligner les planètes pour que nous puissions être au rendez-vous des projets qui sont les nôtres. Aligner les planètes, ça veut dire d'avoir des politiques intégrées qui s'inscrivent dans des schémas de stratégie territoriale déterminés par les différents échelons avec lesquels nous travaillons. Autrement dit, et moins techno, nous sommes dans un environnement institutionnel avec des départements, des communautés d'agglomération, des régions qui travaillent sur des stratégies territoriales. Et donc, il faut que tout ça se parle, tout ce monde se parle, et donc faire en sorte que nous soyons tous dans la même direction. Premier élément. Donc, c'est aussi un contexte financier et un contexte institutionnel mouvant, puisque nous sommes, et c'est peut-être une des différences qui nous marque avec nos pays voisins, nous sommes depuis une dizaine d'années en perpétuelle évolution de périmètre de compétences, d'interventions institutionnelles qui connaissaient les métropoles il y a encore 10 ans, les pôles métropolitains, l'ampleur que prennent les régions sur un certain nombre de thématiques, qui font que le développement local doit aussi tenir compte de ces mouvements-là. Et puis tout particulièrement, je terminerai là-dessus, sur ce triple contexte, tout particulièrement dans le bassin minier, ici, Nord-Pas-de-Calais, c'est le défi démocratique, et de faire en sorte qu'il faut redonner de la confiance aux populations, redonner de la fierté aux populations pour pas que les esprits soient gangrénés par des idées noires, et faire en sorte que enfin la puissance publique revienne sur les territoires, que la République soit présente et donc soit moteur d'une transformation du territoire. Et je suis renforcé, parce que des fois on doute, le doute est permanent chez les hommes et les femmes, et chez les élus locaux tout particulièrement, pour ceux qui se respectent, et donc de sentir et d'entendre que sur les territoires voisins, c'est comme ça que ça a travaillé et c'est comme ça que ça a réussi, me conforte dans cette idée-là, avec au cœur, vous avez dit, ce sont des projets humains pour l'homme, avec un grand H, au cœur la participation des habitants. Donc vraiment, c'est cette, je pense, nouvelle conception de l'aménagement du territoire qu'il nous faut avoir, et c'est en ce sens qu'il faut poursuivre le travail que nous avons au service des autres pour le développement de nos territoires. Et donc, des territoires qui sont façonnés par leur histoire. Ça, là, je vous apprends rien en vous disant ça. Et quand je prends le territoire de Rheims, ça revêt un relief tout particulier, sans jeu de mots, puisque ville de l'arrondissement de Valenciennes, 13 000 habitants, façonnée par une histoire industrielle, minière, économique, et la présence d'une forêt importante, une forêt domaniale de 4 600 hectares. Et donc, l'enjeu pour nous dans le projet de ville que nous avons lancé pour les 15 prochaines années, donc, où il s'agit de s'occuper du quotidien, comme vous l'avez dit, et donc du présent, tout en réfléchissant et en anticipant l'avenir, consiste à intégrer ces particularités paysagères dans ce développement harmonieux à l'échelle de la ville. Pour vous donner un exemple, notre ville, c'est 6 quartiers, parfois séparés l'un de l'autre de plus de 3 km. Pour d'autres, il faut traverser 2 villes différentes à la nôtre pour retourner dans notre ville. Parce que la forêt, parce que les découpages administratifs, parce que les reliefs font qu'il y a un obstacle et qu'il faut contourner pour pouvoir retourner. Et donc vous imaginez ce sentiment de relégation, ce sentiment d'abandon, de non-appartenance à la ville. Donc ça, il faut l'intégrer dans nos réflexions. Et la forêt, qui est un élément fondamental, qui en plus abrite une partie de notre patrimoine minier, puisque c'est au cœur de cette forêt que se retrouvent les chevalements, que se retrouvent les terris, et donc toute l'ambition de redynamisation du territoire à travers cet aspect et cet atout naturel, cette ressource naturelle, pour faire en sorte que la ville, comme on l'entend, et la forêt ne se tournent pas le dos,
mais se parlent et donc s'aménagent ensemble de concert pour faire en sorte que nous soyons sur un territoire résilient de ces stigmates du passé et porteur d'avenir en tenant compte de toutes ces ressources naturelles et fortes de notre histoire pour en engager sa transition et faire en sorte que nous passions d'une ville minière et industrielle du XXe siècle à une ville en transition du XXIe siècle. C'est l'objectif pour un nouveau modèle de développement. C'est d'une précision à la seconde. Hein, voilà. Nos experts, nos répondants, en fait, tout à l'heure, je me suis trompé de terme. Marc Verdier, un des fondateurs du Pape, tu t'es levé tout à l'heure, j'ai vu. Voilà. Tu es architecte, tu es enseignant à l'école d'architecture de Nancy et tu es maintenant directeur du CAUE de Meurthe-et-Moselle. Et c'est à travers ces regards-là que j'aimerais que tu puisses réagir, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a entendu, qu'en est-il de la formation dans les écoles d'architecture sur toutes les questions dont on débat ici, et notamment ce lien entre le bâti, entre la ville, entre l'urbanisme et la question de la transition énergétique? Première question. Et la seconde question, c'est les CAUE, qui sont un outil assez originaux en Europe, que tu connais bien maintenant. Voilà. Comment ça se passe, cette transmission, et avec les habitants, puisque les conseillers du CAUE reçoivent les habitants en permanence, et sur l'architecture, l'urbanisme, et sur l'énergie maintenant, et auprès des mairies. Voilà. Comment ça se passe, et est-ce que ça te permet d'être optimiste pour atteindre certains exemples que nous avons vus aujourd'hui? Optimiste, je ne sais pas, combatif, certainement. Et finalement, je trouve que dans les exemples de la Belgique, du Vorarlberg, mais aussi ici même où nous sommes, et puis le Pays de Ré, tel que M. Nourn l'a évoqué, je trouve qu'on retrouve des éléments qui justifient un peu ma position. Alors j'aime à dire que je suis un jeune directeur de CAUE, parce que j'y suis pas depuis longtemps. Il y a dans la salle des gens qui sont impliqués dans ces réseaux depuis bien plus longtemps que moi et qui les connaissent certainement encore mieux. Et M. No lui-même d'ailleurs, puisque vous m'avez dit que vous avez été président du CAUE de Loire-Atlantique pendant très longtemps. Ma position, qui est à la fois dans une école d'architecture et à la fois dans un CAUE, me semble reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués, en particulier la notion du temps, par exemple. Moi, je pense que la force d'un CAUE, c'est la permanence sur les territoires. Les CAUE, pour la plupart, en tout cas celui dans lequel j'exerce, existe depuis 1981, avec, même si les équipes tournent, peut-être d'ailleurs pas tant que ça toujours, mais en tout cas, il y a une connaissance très forte de ce qui se passe dans les territoires, des acteurs. Il y a une connaissance, il y a une confiance, il y a une permanence, et ça nous permet d'abord de garder une indépendance dans ce que l'on dit, parce qu'on a une certaine légitimité, parce qu'on a la connaissance des acteurs, des valeurs, des projets qui s'y passent, des attentes des élus et souvent des habitants, parce qu'on fait également du conseil aux particuliers. Et ça, on arrive à le mettre en tension, me semble-t-il, avec une autre mission qui est importante dans un CAUE. Moi, j'aime à dire que, pour reprendre un élément du Vorarlberg, alors que Bertrand n'a pas évoqué, mais qui était dans le film que vous avez sans doute beaucoup vu, Nul homme n'est une île, où la personne qui est responsable du bureau des questions du futur du Vorarlberg est interpellée. Et pour moi, il me semble qu'une partie du rôle du CAUE, c'est d'être ce bureau des questions du futur à l'échelle départementale, mais dans un réseau, dans des échanges évidemment beaucoup plus larges que ça, ce qui nous permet de déplacer des questions. Et c'est aussi cette indépendance du Conseil qui est quelque chose d'extrêmement précieux, que par miracle, la loi de 77 a permis en créant ces lieux. Il a été question de vision tout à l'heure aussi dans le Vorarlberg, et je pense que les CAUE sont aussi là pour ça, pour aider à forger des visions en anticipant,
en répondant aux questions. Enfin, dans celui où je suis, par exemple, nous avons un jeune ingénieur thermique qui répond à ces questions d'accompagnement sur les territoires de centrales villageoises, ou enfin tout un tas de choses qui émergent, soit dans le cadre d'ailleurs de TEPOS ou pas. On a cette chance aussi d'être dans un organisme qui est partenarial. On a bien sûr des élus dans le conseil d'administration, mais on a la chambre de commerce et d'industrie, on a l'éducation nationale, on a enfin, tout un tas d'organismes qui sont aussi présents sur les économies territoriales et sur la façon dont les territoires avancent ou pas. Et donc on peut expérimenter. Je pense qu'un CAE, il est vraiment à l'interface, et c'est une des raisons pour lesquelles le fait que je sois aussi dans une école d'architecture m'intéresse, c'est qu'il est dans cette situation d'interface entre l'expérimentation, qui n'est pas transmissible, et la connaissance qui, elle, l'est. Voilà. Et je pense qu'on est ces transformateurs. Comment on passe de l'expérimentation à la connaissance, et du coup, on peut aller vers des visions. Alors pour après répondre à ta... Donc ce sont des outils précieux, voilà, il faut les défendre, il faut... Voilà. Et sinon, dans une école d'architecture, je pense que les écoles bougent. Il y a 15 jours à Nancy, je vais aller très rapidement parce qu'on m'a fait passer une petite carte de 2 minutes, il y avait une rencontre qui s'appelle ENSA ECO, ça veut dire qu'il y a un réseau d'écoles d'architecture qui se pose la question de la transformation de nos métiers, avec un véritable enjeu. Je ne suis pas persuadé que les écoles, quelles qu'elles soient, écoles d'architecture, mais pas que, l'enseignement supérieur soit complètement en phase avec ce que la transition impose comme nouveau savoir-faire vers les générations qui vont, elles, être les acteurs du +2 ou +3 ou je ne sais pas quoi degrés demain. Et donc les transformations de nos métiers qui va passer plutôt que de rajouter la question du transformer, nos formes urbaines, héritées quand même des 40 ans de catastrophes, d'éparpillement urbain, etc., si on parle d'urbanisme, parce que c'est quand même le sujet ici, et d'habitat. Et donc, les écoles sont en train de réfléchir à cette question de quoi on a besoin dans les écoles pour réinitialiser les méthodes et les objets de formation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dynamique. Et c'est Dominique Gozin-Muller, d'ailleurs, qui connaît très bien le Vorarlberg, qui est architecte et journaliste, que vous connaissez. C'est elle qui était rédactrice en chef de la revue écologique et qui anime un peu ces réseaux-là. Et donc, on est dans cette réinitialisation qui est à la fois celle des territoires, et on l'a bien vu depuis ce matin, mais qui est aussi celle des acteurs et des acteurs de demain. J'ai surtout pas tout dit de ce que je voulais dire, mais c'est normal. Mais tu profiteras des questions pour en rajouter un peu. Merci beaucoup, Marc. Éric Bruat, vous êtes directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux. Donc, c'est vrai que les parcs naturels régionaux, en France, ils ont joué un rôle particulier depuis les années 70, si je ne me trompe pas. J'avais fait des stages dans ma jeunesse. Ont été des territoires un peu laboratoires, y compris sur l'intercommunalité, avant qu'elle n'existe. S'y inventer un certain nombre de choses. Vous avez, enfin, dans les parcs, il y a eu un certain nombre de projets qui étaient innovants. Alors, comment vous, en tant que directeur de la fédération des, je ne sais plus combien il y a de parcs aujourd'hui en France, 53, voilà. Comment vous avez entendu les expériences qui nous ont été reportées là, et comment voyez-vous, dans l'outil parc, pour un certain nombre de territoires français, la possibilité que cette structure-là soit une réponse? Merci. Bon, alors moi je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet d'abord parce qu'il va falloir dire quelque chose d'intelligent après tout ce qui a été dit. Donc j'ai barré pas mal de choses, mais je suis surtout inquiet parce que c'est une grande réussite. On est assez nombreux aujourd'hui, mais moi je vois quand même beaucoup de gens que j'ai souvent vus déjà au fil du temps. Voilà, et j'en discutais avec Bertrand parce que Bertrand il nous a pas mal baladé dans le Vorarlberg, les Vosges du Nord. On a été des grands amateurs des voyages là-bas, et j'ai l'impression que la dynamique elle est un peu moins forte qu'il y a quelques années. Et pourtant, on en a besoin peut-être encore plus qu'avant, quoi. Bon, je vais revenir au sujet, ne vous inquiétez pas, et je ne vais pas être totalement défaitiste, vous allez voir. Donc, les parcs, effectivement, on est des territoires d'abord de projet, donc on est très ancrés sur nos territoires, et nos missions sont vastes, et
elle nous concerne, pour ceux qui ne le savent pas, elle dépasse très largement les questions d'écologie et d'environnement. On est d'ailleurs un peu les papas des CAE, je ne sais pas si tu le sais Marc, mais les CAE ont été créés à l'initiative un peu suite à une expérimentation dans les parcs. Donc on travaille beaucoup sur les questions d'aménagement du territoire et beaucoup en les ancrant sur les sujets qui touchent au paysage. Alors le paysage, on l'utilise un peu dans ses différentes composantes. D'abord comme un extraordinaire outil de connaissance, parce que le paysage, ce qu'il a de vraiment d'extraordinaire, c'est qu'il peut permettre à des habitants c'est un peu comme un sociologue, c'est-à-dire qu'il permet de dire des choses très facilement que chacun a un peu en soi, mais un peu du mal à exprimer. Et en matière notamment d'urbanisme, c'est très intéressant de faire des lectures paysagères parce que ça permet de comprendre pourquoi un paysage breton, enfin un petit village breton ne ressemble pas à un petit village alsacien ou un petit village dans le sud de la France. Ça permet d'expliquer que voilà, les questions de rapport au terrain agricole, de rapport au climat, de rapport au relief, la question de l'utilisation des matériaux, des savoir-faire, etc. Les parcs naturels régionaux, c'est 53 territoires, on couvre un peu toute la diversité des paysages français. Donc déjà, c'est un outil qui est assez intéressant pour ça, parce qu'il permet un peu d'acculturer les gens et puis de commencer à discuter sur une base commune. C'est pas neutre ce que je dis, parce qu'on peut très vite changer le regard de quelqu'un sur un paysage qu'il perçoit. Moi, je me souviens avoir été baladé dans une forêt, la forêt de ma jeunesse d'ailleurs, avec mon collègue chargé de mission forêt au parc. Et je lui disais, voilà, c'est la forêt de ma jeunesse. Il me dit, où est-ce que tu vois une forêt? Je lui dis, on est dedans. En fait, c'était une plantation d'épicéas. Il disait, non, ça, c'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres. Donc, j'ai plus jamais vu ma forêt. En une phrase, je n'ai plus jamais vu ma forêt comme je la voyais avant, quoi. En matière d'architecture et d'aménagement, je pense qu'on peut créer le même type de processus. Assez rapidement, on peut faire comprendre l'intelligence qu'il y a eu à un moment, ou du moins, sans condamner le manque d'intelligence qu'il y a eu ces 40-50 dernières années, mais on peut quand même faire comprendre que chaque territoire est unique et que chaque trajectoire en matière d'urbanisme, elle est liée à une histoire, et soit à des contraintes, soit à des potentiels. Donc déjà, utiliser peut-être le paysage davantage pour ça, et du coup de faire comprendre pourquoi l'architecture, finalement, là, qui se reproduit un peu de manière uniforme partout, elle a ce côté hors sol, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est déconnectée de l'énergie, on l'a dit, donc c'est plus l'énergie locale qui nous nourrit. Elle s'est déconnectée des matériaux, on a les mêmes matériaux, peu importe. Alors on met peut-être parfois des parements en grès et parfois du granit pour faire l'habillage, quoi. Mais je veux dire, on a des matériaux qui sont quand même très standardisés. Et plus inquiétant encore selon moi, on a uniformisé les savoir-faire. En France, on avait et c'est d'ailleurs ce qui est incroyable dans le Vorarlberg, c'est-à-dire que l'architecture bois, elle est aussi issue d'une histoire. En France, on avait une diversité de savoir-faire dans le bâtiment qui était absolument extraordinaire. Je pense peut-être que c'était le pays, au monde, je ne sais pas, mais sans doute en Europe, qui avait la diversité de savoir-faire la plus forte. Un sociologue m'a dit, en 1 génération et demie, on l'a perdu. C'est incroyable d'avoir perdu aussi vite un savoir-faire aussi important. Et je pense que malheureusement, ce savoir-faire, il nous rendrait encore beaucoup de services à l'avenir, quoi. Donc c'est sans doute un des points sur lesquels il va falloir qu'on travaille fortement les prochaines années pour progresser en matière d'urbanisme et d'architecture. Alors pourquoi je le dis? Parce que la deuxième facette du paysage qui est intéressant, c'est travailler sur le projet. Le paysage, c'est aussi un excellent outil pour faire du projet. On allait beaucoup dans le Vorarlberg, on allait beaucoup emmener des élus. Quand ils rentraient, ils nous disaient il faut qu'on fasse ça. Alors avec Bertrand, on essayait de les convaincre en leur disant non, il ne faut pas qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on suive la même méthode, mais on ne produira pas forcément la même architecture derrière. D'ailleurs, il ne faut pas forcément la produire. On l'a fait. Il y a pas mal d'endroits en France où on produit une architecture qui ressemble un peu, qui copie un peu le modèle autrichien. Moi, je pense qu'en France, notre grand défi, c'est la réhabilitation du patrimoine bâti. On est en train de passer à côté d'un truc si on pense que l'architecture, bien sûr, il faut faire correctement, construire correctement en neuf, quoi. Mais en milieu rural, en tout cas en milieu rural, là où nous on agit, c'est la réhabilitation du patrimoine bâti. Dans les parcs, on est très inquiet pour l'avenir de nos villages et de nos bourgs-centres à la campagne. On a des typologies urbaines qui sont souvent très dures à reconvertir avec des maisons, on habitait dense, on habitait groupé, etc. C'est bientôt fini. Donc une inquiétude par rapport à ça. Donc moi, je pense que ce qui a été dit, les 4 points qui ont été dits par Bertrand sont extrêmement importants, notamment celui sur le politique. Pour vous dire, pourquoi est-ce qu'on n'a peut-être pas réussi à massifier aujourd'hui les expériences qui ont été conduites dans les parcs et qui sont plutôt des réussites? C'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé l'articulation politique encore totale. La politique du patrimoine bâti, enfin du bâti de manière générale, elle est quand même très explosée entre différents maillons. Et on a encore du mal à faire sortir en France un projet politique aussi clair que ce qu'on voit dans le Vorarlberg. C'est extrêmement important pour que derrière les communes et les acteurs puissent travailler de manière cohérente. Et ensuite, et là je pense que c'est le processus certainement le plus important, mais peut-être aussi le plus compliqué, c'est l'adhésion, c'est faire sens. On le voit bien aujourd'hui, dans la transition énergétique, on peut passer à côté complètement de l'adhésion du plus grand nombre. En matière d'urbanisme et d'architecture, on peut aussi, et d'ailleurs on l'a régulièrement fait, on produit des objets architecturaux qu'on pense nous être bons au regard avec notre lecture paysagère et qui finalement ne font pas adhésion. Alors je pense que pour créer du sens et pour faire adhérer,
Il y a 2 points en urbanisme et en architecture qui me semblent intéressants à prospecter. C'est la question de la santé, parce que c'est quand même, dans la société aujourd'hui, il y a quelque chose qui monte, hein, bien sûr, sur la santé. Bien sûr, il y a la question de l'énergie. On le voit bien aujourd'hui, les gens sont dans la rue. Alors, ils étaient à l'origine dans la rue pour ça, maintenant ça se complique un peu, mais ils sont aussi dans la rue à cause de ça. Et je pense qu'ensuite, c'est une question d'économie aussi. Il l'a montré, Bertrand, dans ces territoires, la transition énergétique, l'architecture, l'urbanisme créent et génèrent de l'économie. Donc je pense que c'est des pistes, c'est absolument des points sur lesquels il faut qu'on passe, parce qu'en France, on a trop tendance à penser que la solution va venir d'ailleurs, de modèles industriels, etc. Ça peut être de l'économie très localisée.